Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Il y a eu des scènes de joie à Gaza ce mercredi 15 janvier, après l'annonce d'un possible accord de cessez-le-feu entre le Hamas et le gouvernement israélien. Une joie toutefois vite douchée par de nouvelles frappes de Tsahal qui ont fait 73 morts, mais le processus est lancé et pourrait sonner la fin d'une guerre de plus de 15 mois, consécutive à l'attaque du Hamas du 7 octobre sur le sol israélien, une guerre qui a fait près de 46 000 morts dans les territoires palestiniens. Cet accord, issu de négociations menées sous l'égide de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis, devrait se dérouler en 3 phases, permettant la libération de la soixantaine d'otages israéliens encore retenus à Gaza et l'acheminement de l'aide humanitaire retenue par Israël. Est-on pour autant à la fin de la guerre? Difficile à dire tant cet accord semble fragile et tant les conditions de la résolution du conflit sont nombreuses, à commencer par les difficiles équilibres à la Knesset. Mais on peut quand même toutefois se réjouir de cet accord, Jean-Marie. Oui, il faut se réjouir de cet accord et noter qu'il vient bien tard en même temps, parce que c'est vraiment un accord de la dernière extrémité, parce qu'on se demandait où cela pouvait conduire de continuer les combats de cette façon. Donc on se dit pourquoi si tard? Il faut se souvenir, et c'est tout le problème de cette situation, au point de départ, il y a donc ce massacre du 7 octobre, et les colonnes infernales, littéralement, du Hamas qui s'engouffrent dans les brèches qu'ils ont réussi à creuser dans le dispositif de protection israélien, et c'est un véritable massacre. Donc c'est à la fois une défaite militaire épouvantable pour Israël, et c'est en même temps un traumatisme, à juste titre, de très longue portée pour la société israélienne et pour et d'ailleurs pour l'ensemble de la région. Là-dessus, Joe Biden arrive, vient sur place, rassurer les Israéliens du soutien des États-Unis, lui donner en quelque sorte au gouvernement Netanyahou un blanc-seing pour assurer la défense d'Israël. Mais en même temps, il dit une chose très forte, il dit « Ne faites pas comme nous, ne cédez pas à l'esprit de vengeance. Ne cédez pas à la punition, à la vengeance, comme cela nous a entraînés en Irak, ainsi de suite. » Et les Israéliens vont faire tout le contraire. En tout cas, ce gouvernement, avec ses extrémistes au sein de l'équipe de Netanyahou, vont faire tout le contraire. Et on va à la fois constater qu'Israël, à juste titre, se défend son existence même, puisque c'était la question qui était posée par l'incursion du Hamas, et en même temps se défend par des moyens que les démocraties que nous sommes sont en droit de récuser, c'est-à-dire une apparente cruauté qui consiste à ne pas faire le détail s'agissant de la population civile, ne pas faire le détail s'agissant de l'aide humanitaire, la préservation d'un minimum d'équipements hospitaliers, la préservation d'un minimum d'eau potable, et ainsi de suite. Et donc on a un Israël qui nous paraît presque comme défiguré par la nature même de la punition qu'ils infligent à la population gazaoui. Alors même que, encore une fois, la légitimité d'Israël à se défendre contre le Hamas comme contre le Hezbollah est totale, elle n'est pas discutable. Mais néanmoins, l'art et la manière de faire font que l'armée israélienne d'aujourd'hui ne ressemble pas à l'idée que l'on avait de l'armée israélienne jusqu'à présent, qui était une armée citoyenne et qui respectait un certain nombre de droits de la guerre, entre guillemets. Donc c'est peut-être aller trop loin que de les critiquer aujourd'hui, parce qu'ils étaient encore une fois en droit de se défendre, mais en même temps, ça ne peut pas ne pas marquer durablement l'image d'Israël et la situation d'Israël dans le monde, me semble-t-il. Alain, qu'est-ce qu'il prévoit cet accord qui est d'ailleurs qualifié d'accord sans vainqueur? Cet accord est compliqué et complexe. Il s'étend dans le temps, vous l'avez dit, en 3 phases. Et on dit que sa fragilité réside précisément dans sa complexité. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on n'est pas sûr qu'on ira au bout et qu'on enclenchera celle qui suit. 3 étapes. D'abord, les 42 jours qui viennent. Pendant ces 42 jours, cessez-le-feu à partir de dimanche. Cessez-le-feu de part et d'autre. Ensuite, 33 otages. Parmi les enfants, il y a des enfants de 3 ou 4 ans, il ne faut pas oublier, qui ont été pris en otage. Parmi les personnes âgées, parmi les femmes, parmi les gens qui sont les plus faibles ou les plus malades. 33 otages libérés contre... On ne sait pas exactement le nombre encore, on le saura ce soir, ce vendredi soir en fait, ce week-end on le saura, contre quelques centaines de prisonniers palestiniens qui sont prisonniers en Israël.
Enfin, une augmentation considérable de l'aide humanitaire et donc une diminution des contrôles exercés sur l'entrée de l'aide humanitaire, particulièrement l'eau. Et ensuite, l'armée israélienne quitte les centres urbains les plus peuplés. Ça, c'est le premier. C'est les 42 jours qui viennent. Ensuite, dans 2 semaines, on commence à discuter de la deuxième phase, qui devrait être opérationnelle au bout de 42 jours. C'est la prolongation de ce qu'on a décidé dans la première phase. C'est-à-dire que le reste des otages sont libérés. En principe, il reste 99 otages, selon les autorités israéliennes. L'armée israélienne pense que 34 d'entre eux ont été tués, sont morts. Donc voilà le reste des otages. Contre à nouveau une libération, un élargissement de prisonniers palestiniens et l'extension est naturellement du couvre-feu, mais l'extension permanente du cessez-le-feu. Couvre-feu, du cessez-le-feu, oui. Et là, c'est encore en discussion, le retrait total des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Ce qui ne se fera pas, je pourrais vous expliquer exactement pourquoi ensuite. Et puis on arrive à un troisième temps, qui n'est pas encore daté, si vous voulez, il n'y a pas de date, c'est le moment de la reconstruction. C'est tout ce qu'on dit sur la troisième phase. C'est le moment de la reconstruction. Donc, le Parlement israélien, la Knesset, doit voter. Il y aura une majorité pour cet accord, même si, comme vous l'avez dit, une partie de la coalition majoritaire de Netanyahou s'en détachera. Les extrémistes, les suprémacistes juifs dont vous avez parlé, eux, au moins le ministre de la Sécurité nationale, mais peut-être aussi le ministre de l'Économie et des Finances, démissionneront. Oui, Ben Gvir a annoncé qu'il démissionnerait, qu'il quitterait le gouvernement si cet accord était signé, sans toutefois quitter la majorité de Netanyahou, et même sans l'extrême droite, Netanyahou a actuellement la majorité à la Knesset avec 68 membres du Parlement. Donc voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'accord qui avait été conclu fin mai, donc il y a 6 mois. Et là, les enquêtes sont en cours, tout le monde se pose des questions. Pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps? Et 6 mois de guerre de plus, pourquoi a-t-il fallu perdre 6 mois dans cette histoire? Est-ce qu'on a des éléments de réponse à cette question déjà? On peut dire que les 2 parties, si vous voulez, sont en cause. La partie palestinienne, alors c'était très difficile parce que le négociateur a été tué par les Israéliens en Iran. Haniyeh, qui était le négociateur qui négociait avec les Américains, a été tué en Iran. Donc déjà, ça facilitait pas, côté palestinien, la conclusion de l'accord. Côté israélien, on peut développer ce dont on parlait récemment. À cette époque-là, si les extrémistes du gouvernement de la coalition majoritaire en Israël avaient quitté le pouvoir à cette époque-là, Netanyahou aurait été minoritaire. Entre-temps, Netanyahou a enregistré 8 députés supplémentaires dans sa coalition, venus de la droite aussi, une droite plus modérée, et donc il ne dépend plus des 2 partis extrémistes. Donc, au lieu de se cogiter et de gamberger pour savoir si on doit cet accord à Biden ou à Donald Trump, on le doit probablement aux 2, on pourra en parler, moi je pense qu'il faut pointer cet élément-là. C'est que Benjamin Netanyahou maintenant ne dépend plus de ces partis extrémistes et est assuré de rester au pouvoir. Donc ça me paraît un élément important dans cette histoire. Alors effectivement, la recomposition du paysage politique israélien à la Knesset y est pour beaucoup. On a vu toutefois Trump et Biden se revendiquer chacun la paternité de cet accord qui a été passé sous l'égide de 3 pays, je l'ai dit, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. Mais les États-Unis ont joué un grand rôle dedans, Jean-Marie. Enfin, ce qui est original dans la situation actuelle, c'est le fait que les 2 missionnaires, l'un de Donald Trump et l'autre de Joe Biden, ont joint leurs efforts et ont discuté ensemble. Quand, dans son discours, Joe Biden le dit d'ailleurs, il dit c'est le travail d'une équipe. Et nous avons travaillé ensemble, etc. C'est ça qui est à la fois nouveau et rassurant dans la vie politique américaine, parce que les équipes Trump n'avaient pas habitué à autant de convivialité, entre guillemets, avec leurs homologues venus de la présidence Biden. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est important, me semble-t-il, dans la conclusion de cet accord, plutôt que de savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre qui l'a emporté. L'histoire retiendra quand même que les États-Unis ont finalement réussi à tordre le bras de Netanyahou sur cet accord. Alors que jusqu'à présent, on faisait reproche aux États-Unis justement de ne pas mettre suffisamment de pression pour obtenir un tel accord. Donc voilà, c'était possible. Et la démonstration vient d'en être faite. Justement, Jean-Marie souligne l'étonnante complicité ou l'étonnante collaboration qu'il y a eu entre les 2 émissaires, celui de Trump et celui de Biden. Est-ce que ça peut éclairer dans le jour nouveau le futur des relations diplomatiques américaines sous Trump, qui étaient plus ou moins inquiétantes jusqu'à maintenant après les récentes sorties du président élu?
C'est pas impossible. Ce qui s'est passé là, c'est que celui qui connaissait le mieux le dossier, le négociateur de Joe Biden, Brett McGurk, a très bien travaillé avec le négociateur qui a été désigné par Trump. D'abord, ils l'ont invité à venir au Qatar, Steve Witkoff, il s'appelle. Et donc, on peut pas nier le rôle de Trump, si vous voulez. Le Moyen-Orient est une région qui est assez sensible à la manière Trump, c'est-à-dire à la manière forte, si vous voulez. On peut pas nier qu'il a apporté une sorte de coup de pouce supplémentaire. Parallèlement au fait que Netanyahou avait une marge de manœuvre de politique intérieure un peu plus large qu'il y a 6 mois, tout ça a joué. Est-ce que ça augure d'une collaboration républicain-démocrate dans la politique étrangère que va mener Donald Trump ? Écoutez, c'est pas impossible qu'il y ait une majorité bipartisane à un moment sur la question ukrainienne. C'est pas impossible. Voilà, c'est difficile de prévoir la suite. En tout cas, ce qu'a dit Trump, c'est qu'il va reprendre le dossier qui intéresse le plus le Moyen-Orient, qui est celui des relations entre l'Arabie Saoudite, Israël et la question de la création d'un État palestinien, là où l'administration Biden l'a laissé, et il veut absolument faire aboutir ce dossier, c'est-à-dire aboutir à une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui aussi inclura un accord de défense réciproque entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis que demandent les Saoudiens en contrepartie de leur relation, d'où de l'ouverture de relations diplomatiques avec Israël. Les Saoudiens demandent cela. Ils demandent aussi que les États-Unis les aident à monter un programme nucléaire civil. Les Américains en disent oui. Et les Saoudiens mettent enfin une dernière condition, et cette fois-ci, ils ne céderont pas là-dessus, qu'on aille véritablement vers la création d'un État palestinien. Il n'est pas impossible qu'ils le disent. Les gens de chez Trump disent qu'ils voudraient absolument faire aboutir ce qui pour eux serait la conclusion ou le véritable aboutissement de ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, que Trump a favorisé à la fin de son premier mandat et qui consistait à normaliser sur le plan diplomatique les relations d'Israël dans le monde arabe. Et il y a eu 2 États arabes qui comptent, 2 États de la région, Bahreïn, mais surtout l'État des Émirats arabes unis, plus le Maroc, plus le Soudan, qui ont ouvert des relations diplomatiques avec Israël. Ce qui serait une défaite terrible pour l'Iran, cette recomposition du Moyen-Orient. Tout cela se situe dans un horizon politique d'affaiblissement de la République islamique. Et cet affaiblissement de la République islamique, le point de départ, c'est la réaction israélienne au 7 octobre. Donc, qui fait qu'il y a eu un affaiblissement des alliés arabes de la République islamique au sein du Moyen-Orient. Et donc, tout cela, oui, se situe aussi dans ce cadre-là. Le contrepoint de cela, c'est la montée en puissance de la Turquie, qui commence d'ailleurs à inquiéter un certain nombre de pays arabes, qui voient revenir pas d'un très bon œil l'influence turque dans la région, parce que la Turquie a laissé quand même quelques traces qui ne sont pas toutes positives dans cette région. Sur les problèmes diplomatiques, comment Trump va faire, on va avoir un premier test sur l'Ukraine, parce que sur l'Ukraine, la personnalité qu'il compte nommer comme secrétaire d'État, c'est-à-dire l'élu de la Floride, Marco Rubio, lui est sur une position très ferme vis-à-vis de Poutine et en faveur de l'Ukraine, qui n'est pas la position du tout de Donald Trump. Donc on va voir déjà si le département d'État Nouvelle Manière a une quelconque influence sur la politique et la diplomatie américaine, ou si de toute façon Trump n'en tiendra aucun compte et imposera ses propres hommes et ses propres vues. Ça va être déjà un très bon test de cela. Et par ailleurs, sur tout ce que vient de nous rappeler Alain, l'exigence d'un État palestinien est une exigence qui est au fond la dominante internationale, mais qui est très minoritaire en Israël. En tout cas, ce gouvernement, celui de Netanyahou, n'en veut pas. Netanyahou l'a déjà dit sur plusieurs tons, il ne veut pas de 2 États. Donc là, on va avoir aussi une épreuve de vérité pour savoir si Trump, s'il est vraiment convaincu qu'il faut un État palestinien, réussit aussi là à imposer ses vues à Israël, avec en échange, en effet, le soutien de l'Arabie Saoudite. Ça va être aussi un des grands tests que nous allons voir ou subir dans les jours qui viennent. Changement à la Knesset, collaboration aux États-Unis, mais aussi affaiblissement du Hamas. Cet affaiblissement qui a permis les négociations. On a vu que les principaux chefs du mouvement avaient été éliminés les uns après les autres. Pour autant, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a déclaré qu'ils estimaient que le Hamas avait recruté presque autant de nouveaux militants qu'il en avait perdu. Est-ce que le Hamas est vraiment affaibli ?
Netanyahou voulait éradiquer le Hamas. C'était la condition pour signer la fin de la guerre. Le Hamas n'est pas éradiqué, Alain, loin de là. Le Hamas n'est pas éradiqué, mais il est très affaibli. Il a sans doute perdu l'essentiel de son arsenal de missiles. Il a perdu sans doute de 13 à 17 000 combattants, c'est-à-dire, j'imagine ce qu'ils avaient au départ, à peu près. Il a perdu tous les échelons subalternes de la hiérarchie militaire qu'il avait montée. Il a perdu, parce qu'ils ont été détruits, une partie de son réseau de souterrains qui n'avaient qu'un seul objet, c'était de préparer des attaques contre Israël. Alors, Blinken, après, avait cette phrase un peu chargée d'amertume, parce que, évidemment, il a dit, dans les 6 mois qui ont suivi, puisque cet accord est prêt depuis 6 mois, dans les 6 mois de guerre qui ont suivi, les bombardements aussi ont suscité... Ils ont suscité à la fois un mouvement de rejet du Hamas dans la population palestinienne et un mouvement finalement aussi d'adhésion au Hamas. Donc c'est très compliqué, c'est très ambigu d'essayer de mesurer l'impact de la destruction de la plupart des 70% des habitations de la bande de Gaza, plus de tout ce qui permet la vie collective, l'adduction d'eau, l'électricité. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau non plus. Il y a quand même 2 300 000 personnes dans ces conditions-là. C'est très difficile d'évaluer l'impact des bombardements sur eux. Alors, Blinken a eu cette phrase, il a dit, entre-temps, dans ces 6 mois qui ont continué, il y a eu à nouveau 13 à 17 000 nouveaux adhérents pour aller combattre dans les rangs du Hamas. Donc, beaucoup de spécialistes sont très sceptiques sur cette phrase. La plupart des experts doutent beaucoup qu'il en soit ainsi, et ils voient une sorte de signe un peu d'amertume de la part de Blinken, qui a été l'opérateur immédiat de ce dossier, et qui a vu avec amertume finalement, on en revient à ce qu'on avait décidé il y a 6 mois. Donc, il est affaibli, il est diminué, il n'est pas éradiqué. L'expression, la victoire totale qui était celle de Benjamin Netanyahou ne veut pas dire grand-chose, ni sur le plan stratégique, ni sur le plan politique. Et nous verrons qu'est-ce qui se passe maintenant. À quoi ça sert de parler de possible reconstruction? À quoi ça sert de parler, si vous voulez, de décider d'un cessez-le-feu permanent? À quoi ça sert de décider d'un retrait des troupes israéliennes si on n'a pas un interlocuteur pour en décider? Cet accord a été conclu avec le Hamas. Il y a donc une structure du Hamas qui est responsable de cet accord. Et comme le gouvernement Netanyahou n'a strictement rien prévu et ne veut pas entendre parler de ce qu'on appelle le jour d'après, qui va administrer la bande de Gaza, eh bien, ce sera les restes du Hamas pour le moment. Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme si le gouvernement Netanyahou préférait cela plutôt que de voir une autorité palestinienne se reconstruire, comme le souhaitent les Américains et l'ensemble de la communauté internationale, devenir un interlocuteur crédible pour tout le monde, pour les Arabes, pour les Occidentaux, pour les Israéliens, et aller vers la solution d'un État palestinien. Mais comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, Netanyahou, qui est bien installé au pouvoir, à la tête d'un parti, le Likoud, qui ne veut pas d'un État palestinien, d'une certaine manière, il préserve l'existence du Hamas, en tout cas dans la situation actuelle. Sinon, avec qui négocier les 3 étapes ? Et quand vous parlez de reconstruction, ça veut dire des contrats. C'est des contrats de travaux publics que veulent bien financer les Saoudiens ou les Qataris, je ne sais quoi, qui bénéficieront à quelques entreprises palestiniennes ou à des entreprises égyptiennes. C'est ce qu'il y a de le plus vraisemblable. Mais avec qui ? Qui va assurer l'ordre sur les chantiers ? Qui peut garantir l'ordre ? Eh bien, ça sera les restants du Hamas. Ce vendredi 17 janvier, le président français Emmanuel Macron part en visite au Liban pour quelques heures. Liban où un nouveau président a été élu il y a quelques jours, Joseph Aoun. Et Liban qui a signé un accord de cessez-le-feu avec Israël fin novembre. Comment il se passe cet accord de cessez-le-feu entre Tel Aviv et Beyrouth ? Apparemment, il est observé pour le moment, avec quelques accros ici ou là, côté israélien. Mais apparemment, il est observé. On assiste à, après 2 ans de vide politique, à la reconstitution des institutions politiques libanaise. Et là encore, on mesure l'impact du retrait iranien, de la défaite iranienne dans cette histoire, qui est dans l'après 7 octobre 2023. Et on voit que le bras armé de l'Iran dans la région, ou un des bras armés de l'Iran dans la région, qui était la milice libanaise Hezbollah, milice chiite, est beaucoup moins puissante qu'avant.
et que la Syrie étant tombée aussi de l'autre côté, c'est-à-dire du côté sunnite et non pas du côté pro-iranien, si vous voulez, la Syrie n'est plus sous influence iranienne. Or, la Syrie, c'était la voie de passage pour les armes, pour l'argent, pour les hommes venant d'Iran et destinés à alimenter le Hezbollah. Donc le Hezbollah se trouve replié et beaucoup plus faible. Il est replié, il est ramené à sa dimension libano-libanaise. Ce qui fait que les autres forces politiques libanaises ont repris le dessus, les chrétiens et les sunnites. Et elles se sont mis d'accord déjà, parce que c'est le Parlement qui élit le président. Le président est toujours un chrétien maronite, et ont élu un homme dont l'intégrité paraît totale, qui était jusqu'à présent le chef de l'armée, Joseph Aoun, rien à voir avec le précédent président Aoun. Et puis, ils ont élu ensuite, aux 2/3 de l'Assemblée nationale, cette semaine, ils ont élu un Premier ministre qui lui aussi, si vous voulez, était depuis 1 an le président de la Cour de justice internationale de La Haye, et qui lui aussi est un homme très éloigné de l'influence iranienne. C'est un musulman sunnite, puisque le poste de Premier ministre revient aux sunnites, au Liban, mais c'est un homme aussi qui paraît aussi indépendant que le président. Donc on peut être assez optimiste, on peut raisonnablement être un peu optimiste ou moins pessimiste sur l'avenir du Liban, puisqu'il semble que les institutions politiques se reconstruisent avec des hommes qui n'appartiennent pas au vieux sérail corrompu de la traditionnelle classe politique libanaise. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation à l'émission Politique, le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.